Monsieur l'administrateur, mes chers collègues, mesdames, messieurs, il m'est très difficile de vous exprimer mes sentiments de gratitude pour avoir été choisi comme l'un des vôtres. C'est comme un rêve devenu réalité. Quand j'étais encore enfant, j'étais initié au monde merveilleux de la vie, des temps géologiques et des paysages d'autrefois, dépeints pour la première fois par Georges Cuvier, qui je n'ai jamais cessé d'admirer depuis lors, comme votre grand Balzac, dans son roman Faustienne, la peau de chagrin. Des années plus tard, j'ai découvert que le seul tableau accroché dans le bureau du grand géologue autrichien Eduard-Suess, le véritable inventeur de la tectonique moderne, était celui de Cuvier. Plus tard, à la fin de mes études secondaires, j'ai découvert la tectonique des plaques qui rendait intelligible ce que Cuvier nous avait appris à reconstruire et ce que Suess avait étudié et démontré à une échelle globale. À cette notion était nécessairement associé le nom de Xavier Le Pichon, qui est aujourd'hui entre nous. Que j'ai eu la grande chance de rencontrer durant mes années d'études à l'université. Vous savez que c'est sur son initiative que je suis ici. Plus tard, à l'heure qu'encore étudiant, j'ai travaillé sur la géologie de la Turquie. J'ai rencontré l'excellent géologue français Olivier Monod et à travers lui, j'ai découvert son père, Jacques Monod, son merveilleux ouvrage « Le hasard et la nécessité », en même temps que les écrits de Karl Popper, ont grandement affiné la perception que j'avais de moi-même et de l'univers dans lequel nous vivons. J'ai eu la grande chance de pouvoir parler avec Popper. Malheureusement, Jacques Monod était décédé avant que je fasse les connaissances d'Olivier. Cuvier, Le Pichon et Monod. Trois personnes qui ont eu une grande importance dans ma vie sont reliées par une file commune, le Collège de France. Et maintenant, c'est le Collège de France lui-même qui est entré en scène pour, en quelque sorte, me tendre la main en personne. J'espère être digne de lui. Le temps le dira. Mais pour l'heure, tout ce que je puis dire est merci. Et je dois ajouter, sans assistance compétente de Mme Marie-Pierre Gundus, qui est aussi entre nous ce soir, cette leçon inaugurale aurait été beaucoup moins compréhensible. Mais maintenant, notre sujet de ce soir, c'est-à-dire tectonique à travers son histoire. L'histoire des sciences est parfois considérée comme une activité pour ceux qui ne réussissent pas à étudier les sciences elles-mêmes. C'est comparable à l'opinion célèbre et déplorable de Benjamin Disraeli, selon laquelle les critiques littéraires et les critiques d'art sont des personnes qui ont échoué dans la littérature et dans l'art. Cette impression générale est cependant une grossière erreur. C'est en partie le produit de l'atmosphère anti-intellectuelle de notre temps, mais elle a également d'autres sources. Non seulement les sciences sont de plus en plus éloignées du grand public cultivé, mais aussi ces branches variées, nombreuses et en augmentation constante, se sont largement éloignées les unes des autres, devenant chacune hermético-scientifique des autres disciplines. Les scientifiques est devenu pour le grand public quelqu'un qui a les attributs d'une magicienne, faisant sortir des lapins d'un chapeau. Peu de gens savent aujourd'hui comment fonctionne leur ordinateur portable ou leur téléphone cellulaire, mais la plupart s'en servent de toute façon. Parce qu'ils ne comprennent pas comment fonctionnent les sciences de nos jours, ils se soucient peu de savoir comment elle est arrivée au point où elle est née. Ils pensent que c'est la voie de soi. Ceci constitue en soi un dangereux état de fait, car les politiciens se recrutent souvent, non dans les milieux scientifiques, mais parmi les hommes de la rue qui ne comprennent pas le moindre chose à la science ou à ses produits.
Ce sont pourtant eux qui décident de la façon dont les sciences sont subventionnées, des proportions dans lesquelles on est enseigné dans les écoles et, ce qui est plus critique, comment ces différents produits, des armes, médicaments, doivent être utilisés. Le professeur Fuad Sezgin, le grand spécialiste de l'histoire de la science islamique de l'université Johann Wolfgang Goethe de Francfort sur la Main, voit dans un enseignement sérieux de l'histoire des sciences dans la culture islamique une remède possible à la crise d'identité qui connaît le monde musulman aujourd'hui et la meilleure façon de rapprocher les cultures européennes et musulmanes du fait que la science, description objective du monde, est indépendante de valeurs culturelles subjectives, quel que soit par ailleurs le degré de divergence entre certains historiens de sciences, philosophes ou sociologues sur cette question. En fait, l'un des objectifs de mes conférences de cette année est de montrer, en prenant l'exemple de la tectonique, dans quelle mesure la science est réellement indépendante de valeurs culturelles. Comme l'a si bien justement dit le professeur Jean-Pierre Changeau, tout cela nous conforte dans l'idée que, par sa liberté, par son esprit critique et par son universalité, la démarche rationnelle de la science reste un modèle exemplaire pour toute recherche de la vérité. Les scientifiques ont même, d'autre part, sont absorbés par leur travail quotidien dans des proportions jamais vues jusqu'ici. C'est pour deux raisons. La première est l'accomplissement exponentiel de la science elle-même. Il y a bien plus de scientifiques en exercice aujourd'hui qu'il n'y a jamais eu. Notez que je mets maintenant le mot scientifique entre guillemets. C'est parce que ces bons néologismes introduits en anglais comme scientist par le grand minéralogiste, mathématicien, géophysicien et philosophe William Whewell en est venu à désigner deux sortes de personnes tout à fait distinctes. L'un étant ce que Whewell avait à l'esprit, le jeune dont la vocation et l'activité principale est de créer la science. Et à l'époque de Whewell, ceux qui créaient les sciences et ceux qui la pratiquaient n'étaient pas des différents les unes des autres dans les connaissances qu'ils en avaient et dans leur attitude à son égard, ou même en tant que personne. C'était l'époque des traités scientifiques de vulgarisation qui ont fait avancer. Même, de temps en temps, on révolutionnait les sciences, comme en France, l'évolution de la surface du globe de notre grand Cuvier, ou l'hydrogéologie de Lamarck, ou encore sa philosophie zoologique en Grande-Bretagne, le principe de geology de Lyell, ou l'origine des species de Darwin. En Allemagne, l'immortel cosmos de von Humboldt, résumant le travail créatif d'un nombre de branches scientifiques d'une longue et riche vie, s'adressait au public cultivé. Cependant, l'attitude du public du XIXe siècle à l'égard de la science était également différente de celle du public d'aujourd'hui. À cette époque, on croyait encore au progrès humain et la science était considérée comme son principal agent. La technologie, la file glorieuse de la science, est encore conçue comme rendant la vie le plus facile et non comme le retirant sous de pluies de bombes tombant du ciel et ni comme empoisonnant l'atmosphère, ni encore comme modifiant le climat. La science ayant créé de plus en plus qualitativement et quantitativement de nouvelles technologies, l'industrie s'est de plus en plus engagée de sa manipulation. Pour cela, de nouveaux métiers ont dû être créés qui demandaient de personnes ayant une formation scientifique. Ces nouveaux types d'individus ont aussi été appelés scientifiques, pas les ingénieurs, c'est très important, et aussi bien de façon contribuer à la création de la science nouvelle. Ce genre de scientifique, entre guillemets, par sa nature, n'est guère curieux de savoir comment le savoir qu'il utilise a été généré, ni même si c'est un savoir juste. Un tel individu ne peut pas non plus intéresser à l'évolution des idées dans un domaine connexe. Dans ces cours de 9 leçons, je ne considérerai pas ce second type de scientifique, ni maintenant, ni dans l'histoire. Le caractère fallacieux de l'impression selon laquelle l'histoire des sciences est une activité pour scientifiques ratée est démontré par les travaux de grands hommes de sciences depuis les époques les plus reculées jusqu'à nos jours. La question que nous souhaitons donc nous poser est la suivante. Pourquoi ces grands scientifiques prennent-ils la peine d'écrire des histoires de leur discipline? Laissez-moi vous dire d'emblée que je ne pense pas qu'il y a une réponse unique et simple à cette question.
Cependant, lorsqu'un scientifique rédige une histoire de sa discipline, ou des sciences en général, il a le plus souvent un but sérieux et noble. Il cherche à faire appréhender le progrès dans les sciences, les façons dont le savoir et notre compréhension se sont accrues, ainsi que son propre rôle et ou le rôle de son domaine particulier dans ce progrès. Si l'on parlait de progrès scientifique, cela appelait la question d'une référence par rapport à laquelle mesurer ce progrès. Les scientifiques tiennent généralement le stade des connaissances présents pour le point de référence et mesurent les progrès scientifiques comme le degré auquel un stade des connaissances antérieures, quel qu'il soit, approche le stade présent. La plupart des historiens des sciences, qui ne sont pas eux-mêmes des scientifiques, considèrent l'histoire écrite de cette façon comme de la mauvaise histoire, dite whiggish. On avance l'argument selon lequel les sciences de quelque période du passé que ce soit doivent être comprises dans le cadre de son époque comme un produit social de ces temps. Mais il y a pourtant ici une confusion latente. Les scientifiques s'intéressent au progrès rationnel par lequel le progrès est réalisé. Les historiens, généralement, s'intéressent à la science en tant que phénomène social, en tant que produit de l'interaction humaine qui peut être, et le plus souvent, extrêmement diverse, dépendant de la fantaisie subjective des individus. En revanche, le processus logique selon lequel les sciences progressent a des règles qui ne peuvent être changées par fantaisie ou a changé presque depuis Aristote. Naturellement, notre compréhension actuelle de l'univers n'est pas nécessairement vraie. En fait, il est plus que probable qu'elle ne le soit pas, et même si elle était, nous n'avons aucun moyen de la vérifier. Mais ce qui est important est que nous pensions que cette compréhension est meilleure que les précédentes et que cela peut être démontré. L'histoire des sciences que les scientifiques écrivent généralement chercher à savoir si c'est réellement le cas et pourquoi. C'est très important. La sociologie et la psychologie des sciences ont peu d'intérêt pour comprendre la science elle-même. Nous pouvons difficilement comprendre pourquoi la science est si différente d'autres activités humaines en étudiant la sociologie ou la psychologie de communautés dans lesquelles on a fait ou des individus qui la pratiquent. Les forces ou les faiblesses humaines, que ce soit chez les individus ou dans les groupes, sont en général les mêmes partout. Ce qui rend certaines activités différentes les unes des autres est leur logique inhérente. C'est pourquoi le monde des affaires est si différent de celui de la science et que ces dernières sont si différentes de celui de la religion. Ces trois sphères d'activité semblent similaires si on les considère du point de vue du comportement humain en général. Les trois ont leur scène et leur scélérat est probablement dans les mêmes proportions. On ne peut prendre conscience de leur large différence qu'en isolant leur logique interne. Il me faut maintenant vous dire pourquoi j'ai choisi l'histoire de la tectonique comme sujet pour ma série de leçons de cette année. Tout d'abord, je suis tectonicien et j'ai passé ces 3 dernières décennies à faire des recherches sur des problèmes de la tectonique. Il se trouve donc que c'est un sujet sur lequel je sais plus que ce soit d'autres, mais ce n'est pas le seul, ni même les principales raisons de mon choix. La tectonique est, par sa nature, la conclusion synthétique de presque l'entier effort de la recherche géologique. Dans son acception actuelle, c'est la branche de la géologie qui étudie la structure et l'évolution structurelle de la couverture rocheuse de la Terre, ou de toute autre planète rocheuse. Le mouvement qui crée les structures et l'histoire structurelle en question, et enfin, les forces internes et externes à cette couverture qui donnent naissance à ces mouvements. Les échelles de temps et de longueur couvertes par la tectonique vont de secondes dans les cas de tremblements de terre et du micromètre dans les cas de structures intercristallines aux milliards d'années, dans les cas de changements séculaires de processus tectoniques au cours de l'histoire de la Terre et aux dizaines de milliers de kilomètres dans les cas de structures lithosphériques de grande échelle ou de structures géantes
de grandes courbures. L'exploration spatiale nous a permis de regarder également la tectonique d'autres objets spatiaux, rocheux, et nous avons au moins quelques notions de la nature tectonique de planètes telles que la Lune, les lunes, Vénus et Mars, qui sera bientôt élargie par l'édition de Mercure. La tectonique, par conséquent, est un sujet très vaste, tant en termes d'espace qu'en temps. Déjà, les objets qu'elle étudiait sont familiers à chacun par l'expérience quotidienne. Les rochers, les montagnes, les continents, les océans, les planètes, ce ne sont pas des entités aussi éloignées et inconnues que les gènes ou des trous noirs. Il est par conséquent facile de se rapporter aux résultats de ces recherches et de ces méthodes. En dépit de ces avantages, la tectonique a deux principaux inconvénients, qui cependant se transforment en avantages du point de vue de mon choix. La plupart des processus qu'elle étudie sont tellement lents qu'ils ne peuvent être appréciés à l'échelle d'une vie humaine, bien qu'ici encore la nouvelle technologie ait mesuré les processus les plus lents qui soient. Les phénomènes tectoniques qui s'opposent aux objets tectoniques, le produit des phénomènes tectoniques, sont donc pour la plupart hors de champ de notre expérience quotidienne. Nous les apprenons principalement en les reconstruisant à travers leur effet. En outre, il affecte de si larges volumes de la Terre ou d'autres planètes que nous ne pouvons pas savoir par observation directe ce qui se passe en profondeur. Nous devons apprendre sur ces processus par des observations indirectes rendues possibles par le développement de la technologie ou par extrapolation à partir de ce qui peut être vu. En bref, pour étudier la tectonique, nous sommes obligés d'utiliser la technologie plus toutes sortes d'inter- et d'extrapolation. Ce ne sont pas uniquement des hypothèses sur ce qui se passe exactement maintenant ou dans ces cas idéaux, mais sur ce qui s'est passé autrefois sur des millions ou même milliards d'années. Nous ne devons pas seulement générer des hypothèses sur ce qui peut se passer et sur ce qui s'est passé effectivement maintenant, mais nous avons aussi à échafauder des hypothèses sur ce qui s'est réellement passé. Il nous faut trouver des moyens de savoir ce qui appartient à le passé est définitivement révolu. En bref, nous ne devons pas uniquement faire de la physique, de la chimie, plus leur extension de la science de l'ingénieur et de la biologie, mais nous devons également faire de l'histoire. L'histoire de la tectonique peut ainsi nous apprendre l'heure des hypothèses concernant le processus actuellement en action, ainsi que les reconstructions historiques et concernant la technologie dans le progrès scientifique. Ayant dit pourquoi l'histoire de la science faite par les scientifiques eux-mêmes est importante et pourquoi je peux être particulièrement gratifiant de faire... il peut être particulièrement gratifiant de faire l'histoire de la tectonique, il est temps que je vous dise pourquoi je l'ai fait parallèlement à mes propres recherches sur la tectonique. En fait, je ne fais pas de distinction entre mes recherches sur la tectonique et celles sur l'histoire de la tectonique ou même sur sa philosophie. D'où le titre de ma leçon inaugurale, qui est en fait une citation de Goethe. J'ai pris conscience avec force du caractère inséparable de la science et de son histoire quand j'ai remarqué que certaines de ce que je considère comme des erreurs majeures commises aujourd'hui en tectonique ne sont rien d'autre que la répétition d'anciennes erreurs déjà commises et corrigées. La stratigraphie sismique à la Peter Weil et consorts, la terranologie et la nouvelle école d'analyse cinématique dans la géologie structurelle sont trois exemples qui viennent à l'esprit. Cependant, en cours de 9 leçons n'est guère suffisant, même pour débroussailler le terrain si on souhaite voir des sujets spécifiques en détail. Parce que ce n'est pas possible, j'ai décidé, pendant mon cours, d'avoir un point de vue beaucoup plus large et de vous rappeler que la géologie et par conséquent la tectonique est d'abord et surtout une science historique, traitant des événements qui sont révolus depuis longtemps. Nous avons reconnaissance des événements qui constituent le sujet de la géologie uniquement à travers leurs produits fragmentaires, mutilés, éparpillés. Et, en d'autres termes, en géologie, on essaye de reconstruire des événements en utilisant
une banque de données très incomplète qui constitue un fragment des produits de cet événement. Les questions sont alors les suivantes. Ce que nous faisons est raisonnable. Est-il possible de le faire? Comment? Quelles sont les marges d'erreur des résultats auxquels nous parvenons? En d'autres termes, dans quelle mesure sommes-nous sûrs de nos reconstructions? Ces questions ont longtemps agité l'esprit de ceux qui s'intéressent à la géologie ou de ceux qui s'intéressent seulement aux événements du passé. Nous savons qu'elles ont été posées au moins aussitôt que l'époque de Marcus Terentius Varro. Comme je l'ai fait remarquer plus haut, ces questions ont été cruciales pour la tectonique à cause de son grand éventail de l'échelle. Le but de mes séances cette année est de vous montrer comment différentes personnes ont abordé ces questions et comment leur choix pourrait affecter ceux entre nous qui sont actifs dans la recherche en tectonique. Peut-être le moyen le plus facile de résumer ces sujets que je vais recouvrir durant les 9 leçons que je donnerai cette année, est-il commencé par la fin, avec le XXe siècle, pour aller rapidement à rebours. Dans l'histoire de la tectonique du XXe siècle, après la mort du grand géologue autrichien d'Edward VI, on observe une curieuse évolution. Permettez-moi de vous rappeler que les idées de Suisse, telles qu'elles sont exprimées principalement dans les 2 livres, Die Entstehung der Alpen et Das Antlitz der Erde, avaient largement dominé le monde de la tectonique dans le dernier quart du XIXe siècle et pendant la première décade du XXe. La curieuse évolution dont j'ai parlé, en fait, commençait durant la première décade du XXe siècle, avant la mort de Zeus. L'évolution postérieure à Zeus de la tectonique a été caractérisée par ce qui se semble être à l'époque d'émergence de 2 écoles de pensée distinctes. Une école qui j'appelais d'ailleurs l'école Kober-Stille, voilà, Léopold Kober et Hans-Wilhelm Stille, et qui représente les continuations directes de la pensée du grand géologue alsacien Emil Haug, prend en fait racine dans les enseignements d'Élie de Beaumont, en passant par le géologue de côté est des États-Unis, tels que James Dwight Dana et Joseph Lecomte, et était caractérisé par une croyance dans les caractères ordonnés de la nature, et dans sa nature déterministe, et par les croyances en son comportement catastrophique. Philosophiquement, le membre de l'école Kober-Stille était exclusivement des positivistes dans leur discipline, c'est-à-dire qu'ils fondaient toutes leurs conclusions sur les résultats de l'observation et non dans les sens stricts de l'école d'Auguste Comte, comme Élie de Beaumont lui-même. À travers Élie de Beaumont, j'ai oublié de vous montrer Élie de Beaumont, qui était le plus grand tectonicien français pendant le XIXe siècle. Il était l'une des figures les plus importantes et les plus négligées de la tectonique du XIXe siècle. Par contraste, ce que j'ai appelé l'école Wegener-Argand, voilà Alfred Lothar Wegener et Émile Argand, représentaient la continuation directe de la conception que Zeus avait de la tectonique, une nature largement désordonnée, c'est-à-dire indéterministe, avec un comportement uniforme. Les Wegeneriens arcandiens étaient des rationalistes critiques dans leur reproche de la science, pour utiliser un terme anachronique, et en tant que tels étaient les héritiers intellectuels de James Hutton, Charles Lyell et Constant Prévost. Ainsi, ces 2 écoles du XXe siècle n'étaient véritablement rien d'autre que la réapparition d'une scission qui avait déjà existé en tectonique, mais qui avait temporairement été occultée par la dominance de Zeus. Examinons maintenant ces scissions d'un peu plus près. Prenons d'abord la régularité. Sous le terme de régularité, on désigne une composante tant géométrique que temporelle. D'un point de vue spatial, on essayait de réduire la tectonique terrestre à quelques formes géométriques simples et régulières, telles qu'une solide pentagonale ou une tétraèdre. D'une façon similaire,
on pense que les contours continentaux et les lignes de montagne se conformaient à des figures géométriques simples telles que les lignes droites ou des arcs de cercle. C'est le produit extrême de la pensée régulariste. C'est le réseau pentagonal des lits de Beaumont. C'est la figure géométrique abstraite de la ligne directrice de la formation de montagnes de la Terre. C'est une chose absolument extraordinaire qui s'est faite par l'imagination d'Élie de Beaumont, et il a essayé de voir sur la face de la Terre cette ligne directrice. Ici, à droite, vous pouvez voir l'Inde. Voilà les directions d'Himalaya. Voilà les directions de la côte occidentale de l'Inde. Et pour les montagnes, par exemple, de l'Afghanistan, il y a seulement dans les bandes de Turkestan un rapprochement entre les figures théoriques et les montagnes là, mais rien du tout. Ici, voilà l'Iran, c'est la mer de Caspienne, la mer Noire, ici la Turquie. Il y a une seule direction après les lits de Beaumont pour les montagnes de la Turquie. C'est une application particulière du réseau pentagonal, les lignes directrices des montagnes de l'Eurasie occidentale, pour ça. Même les grands bassins étaient considérés comme ayant des formes géométriques simples, telles que le fuseau des lits de Beaumont. Voilà, ce sont les fuseaux. Il est pensé que le réseau pentagonal s'est formé par les différentes orientations des fuseaux pendant les différents temps dans l'histoire de la contraction de la planète. C'est une chose extraordinaire. Du point de vue temporel, on croyait que les événements tectoniques à travers le monde avaient lieu dans les phases simultanées et de très courte durée, séparées par de longues périodes de repos complets ou d'activités d'une toute autre sorte. Par exemple, des catastrophes orogéniques séparées par des périodes de pure pyrogénie. Voilà. Sur l'échelle de Hans Stille de l'Allemagne, les lignes droites représentent des temps de formation des montagnes qui ont été simultanés et abrupts dans l'histoire de la Terre. Stille a pensé que l'un quarantaine de l'histoire de la Terre était caractérisé par la formation des montagnes. Tous les autres, rien ne s'est passé. Cela donnait l'histoire tectonique de notre planète un caractère épisodique et même, dans l'esprit de certains, comme John Joly, un caractère périodique. On croyait en fait que de telles phases temporelles étaient si régulières que le grand géologue américain Thomas Crowder Chamberlain suggéra même d'en faire le fondement ultime des corrélations stratigraphiques globales, ce qui ressemble beaucoup aux pensées de ceux qui aujourd'hui prennent des bornes séquentielles pour des marqueurs temporels globaux. Ici, nous pouvons voir l'évolution du système géosignal selon Hans Stille, les cordillères d'Amérique du Sud. Pour l'école Kober-Stille, tous les événements tectoniques ont été extrêmement réguliers, brusques et simples. C'est pourquoi on peut voir dans le livre-texte, dans les mémoires de cette école, des définitions extrêmement précises de tous les événements. Par contraste, voilà l'évolution du système géosynclinal selon Émile Arcan, ce sont les Alpes. Ici, dans cette école, on a décrit en grand détail les processus de formation des montagnes, mais éviter de donner des définitions exactes. C'est une grande différence dans la pédagogie de les deux écoles de pensée. Voilà. Je trouve extraordinaire que c'est tellement facile de donner, de caractériser de deux écoles dans des termes tellement simples. Voilà le catastrophisme. Pour l'école Kober-Stille, tous les événements ont été absolument
absolument catastrophique, abrupt. Et il y a eu, comme on a vu chez Dély de Beaumont, un ordre dans les événements tectoniques. Et de cet ordre, on a dérivé un déterminisme qui s'est basé sur, pour Dély de Beaumont, sur la physique de l'époque, pour Stille, sur la tradition géologique de son époque, dans le XXe siècle. Et je dis ici le positivisme, mais comme je dis déjà, ce n'est pas le positivisme dans le sens de Auguste Comte, mais le positivisme, c'est-à-dire de baser tous les résultats sur les observations directes, sans, on a pensé, sans l'intervention de l'hypothèse. Par contre, l'école Werner-Arkan était uniformitariste, c'est-à-dire les événements d'aujourd'hui ont été considérés absolument les mêmes comme les événements du passé. De ça, on a dérivé un désordre. Quand on regarde les cartes de la Terre, Argan a dit, il n'y a aucun ordre géométrique dans le sens de l'idée de Beaumont, ou temporel dans le sens de Stille, qu'on peut concevoir. Il y a un désordre, et de ce désordre, on a dérivé un indéterminisme. De cet indéterminisme, on doit arriver de rationalisme critique, du sens du Popper, c'est-à-dire de se baser sur l'hypothèse d'abord. On commence avec les hypothèses, et après, on utilise les observations pour contrôler des hypothèses de la tectonique. Voilà, c'est très intéressant quand on peut regarder cette figure d'Élie de Beaumont. En principe, c'est la même figure que la figure de Stille. Cette figure-là. Nous avons ici, en 1936, une liste, effectivement, de révolutions de formation de montagnes dans l'histoire de la Terre, un commencement de Précambrien, depuis la fin de la Précambrienne. Ici, on a la même chose, c'est une rendition schématique de la formation de montagnes en Europe. Élie de Beaumont a vu 10 systèmes de montagnes, chaque avec une direction définitive dans les continents. Et il a dit que tous ces événements de formation de montagnes étaient absolument brusques. Et on peut voir ici, entre les séries discordantes et les séries déformées au-dessus de la discordance, il y a un instant qu'il a défini pour la formation des montagnes. Mais cette hypothèse a été caractérisée par un membre d'une autre école, c'est le grand géologue anglais, écossais je veux dire, c'est Sir Charles Lyell. Il a dit que c'était un abus de langage de corréler toutes les discordances entre les séries B, ici, et C, voilà, c'est la série C, c'est une discordance là, et c'est une autre discordance là, entre elles, c'est-à-dire de corréler ça avec ça, entre elles, et de les qualifier simultanées. Parce que Charles Lyell a dit que toutes les séries ici représentent pas un instant dans le temps, mais un intervalle de temps. Alors, on a ici 2 intervalles, et entre les deux, il y a eu aussi un intervalle. Et cet intervalle, c'est impossible de caractériser comme un instant. Et c'est pourquoi il pense que ce sera impossible de corréler les deux. La même avait entre les D et les D, entre D et C ici et D et C ici. Émile Argan a publié en 1924 absolument la même critique contre Stille qui Charles Lyell a publié en 1833 contre
Élie de Beaumont. C'est extraordinairement intéressant. Il y a eu, entre les deux dates, un énorme développement de la géologie. Pourquoi avons-nous la même question posée et la même critique appliquée à les deux théories? Alors, il faut monter un peu plus tôt. Nous avons notre grand prédécesseur, ici au Collège de France, Georges Cuvier. Il est le fondateur de l'anatomie comparée, la paléontologie des vertèbres et la biostratigraphie. Et, à mon avis, il était peut-être le plus grand scientifique du XIXe siècle. Il était un homme incroyable. Cuvier nous montrait qu'on peut utiliser les fossiles comme les indicateurs du temps. Pas du roche, comme pensait par exemple de Werner, qui je voudrais parler sur lui après. Mais Cuvier nous montrait qu'on peut utiliser les fossiles dans les roches comme l'indicateur du temps dans l'espace. C'est possible d'utiliser des fossiles dans une coupe ou dans plusieurs coupes de roches, indiquant un horizon du temps. Voilà, c'est Léopold von Buch, qui était une grande géologue allemande, qui a utilisé la méthode de Cuvier, et c'est pourquoi elle est devenue catastrophiste. Alors, c'est très important maintenant. C'est un concept que Cuvier a introduit. Il y a une petite erreur ici. Ce doit être taxon B et non taxon A. Nous avons ici un volume du taxon. C'est un concept que j'ai défini. Le volume du taxon A, c'est-à-dire c'est un volume dans lequel on trouve tous les fossiles d'un taxon donné. Ici, une autre taxon, le taxon B, avec tous les fossiles d'un taxon B. Dans le cas de Cuvier, c'était le taxon humain qui a pensé les hommes ont été créés après les mammouths. Et ce taxon ici-là, pour Cuvier, était le taxon des mammouths. Il est défini entre les deux taxons un seul horizon de temps, et il a cru que ce serait possible de trouver de cette ligne dans tout le monde, partout. Et il a donné dans ses leçons une véritable nouvelle théorie à la géologue pour établir l'histoire de la Terre. Il a donné une chronologie ou la possibilité pour une chronologie. C'est pourquoi je nommais d'un horizon de 6 types dans les roches l'horizon de Cuvier, entre le volume des taxons A et B. Cette hypothèse de Cuvier d'utiliser des fossiles a été immédiatement critiquée par son grand ami et collaborateur même, le dernier naturaliste complet et l'un des fondateurs de la géographie moderne, Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander Baron de Humboldt. Hein. C'est le nom des nobles, c'est incroyable, c'est comme une train d'express. Mais il était un grand homme, mais Alexander de Humboldt a dit qu'il était impossible d'utiliser tous les fossiles, ou même quelques fossiles, pour donner une synchronité globale, parce que les êtres organisés d'aujourd'hui sont distribués sur la face de la Terre selon le climat, selon l'organisation des océans et des continents, etc. Il y a donc un contrôle géographique sur la distribution de ces animaux. Et c'est pourquoi il a dit que ce serait impossible d'utiliser les fossiles comme des indicateurs absolus de l'horizontalité, c'est-à-dire de simultanéité du temps dans les séries des roches. Cuvier n'a pas répondu. Et malheureusement, cette critique a été tout à fait échappée à l'idée de Beaumont. Et beaucoup plus intéressant, après quelques années, même Alexandre de Humboldt a devenu un disciple dans les questions de la formation des montagnes d'Élie de Beaumont. Il a lui-même critiqué la méthode qui a été utilisée par Élie de Beaumont, qui était la méthode de Cuvier, pour dater toutes les montagnes simultanément sur la Terre,
Et immédiatement après, Humboldt est devenu une disciple d'Élie de Beaumont. C'est extrêmement difficile de comprendre, excepté si on pense qu'Élie de Beaumont a Alexandre de Humboldt a eu une raison, a eu un désir de croire à la théorie d'Élie de Beaumont. Il faut demander pourquoi. Alors, un parti de réponse, c'est qu'il était une grande amie de Léopold Dubourg, et Léopold Dubourg était un grand catastrophiste. Il a utilisé la méthode de Cuvier pour dater la formation des Alpes, et il a pensé que les Alpes se formaient presque dans une nuit, comme ça. Mais ce n'est pas la seule raison. L'autre raison était qu'Alexandre de Humboldt a été, comme Léopold Dubourg lui-même, un étudiant de Werner. Werner, par formation, il était mineur, mais par vocation, il est devenu une sorte de pétrologiste, c'est-à-dire un homme qui étudie le minéral et les roches. Il a développé une théorie extrêmement simple sur l'histoire de la Terre. Il a pensé que toutes les roches s'est formé dans un océan primitif, et cet océan primitif est diminué avec le temps, et pendant cette diminution, il a changé son composition, et il a développé de différents types de roches. Dans une même série, dans l'espace géographique entier. C'était extrêmement simple. C'est donner une possibilité de dater toutes les séries dans le monde utilisant seulement les roches. C'est une lithostratigraphie, c'est-à-dire c'est une stratigraphie qui utilise la géométrie des roches et les relations des roches. C'était l'idée de Werner. Mais le Werner a eu un adversaire dans le personnage de James Hutton, le principal fondateur de la science géologique moderne. James Hutton, par formation, il a été médecin, et par vocation, fermier. Il a vu sur la Terre qu'il y a une continuation, une continuité des événements géologiques. L'histoire de géologie qui a eu de catastrophes, découpages, comme pensé par Cuvier et de Werner et Élie de Beaumont et Léopold Dubourg ou Alexandre de Humboldt, il a pensé, il a vécu à la même temps que Werner, il a pensé que ce ne sera pas possible de voir dans l'histoire de la Terre, parce qu'il a dit l'histoire de la Terre reste à nous inconnue. Il faut l'établir. Werner fait la supposition qu'il y a une préconnaissance de cette histoire. Et on peut utiliser ces préconnaissances nébuleuses même en interprétant les roches. Mais Hutton pensait que nous n'avons aucune connaissance de l'histoire. Il faut fonder, il faut établir cette histoire. Et il a utilisé les relations et pour interpréter ces relations. Il a réalisé, à cause du grand philosophe David Hume, de l'Écossais, qu'on a besoin d'un modèle. Utilisant un modèle, on peut interpréter les relations éparpillées, les relations fragmentaires de mémoire rocheuse. Où peut-on tirer de ces modèles? Il a utilisé le terme d'aujourd'hui. Il a dit, on peut utiliser tous les phénomènes d'aujourd'hui comme modèle. Seulement, c'est une hypothèse. Et seulement une hypothèse pour établir l'histoire, pour interroger de mémoire rocheuse de la Terre. Parce que cette mémoire n'est pas complète. Pour utiliser ça, pour
interpréter ça, on doit utiliser le modèle, et il a introduit l'idée d'utiliser de terre d'aujourd'hui. Mais Cuvier était critiqué le travail de James Hutton. Il faut demander pourquoi. Cuvier dit que nous savons qu'il y a eu de ces coupages dans l'histoire de la Terre, des coupages très extrêmes. Il y a de fragmentation de l'histoire de la Terre. La continuité, ce n'est pas possible de voir. Et ici, on doit remontrer à le travail de Niels Stensen, qui a établi pour la première fois les principes de la lithostratigraphie. Voilà, dans ce livre-là, il écrit dans les chapitres Canis Carcariae dissectum caput, c'est-à-dire des dissections de la tête d'un grand requin de type Carcarias. Il a trouvé dans cette tête de la Carcarias, de dents, il a vu immédiatement que les dents étaient identiques aux Glossopetra. Glossopetra, c'est-à-dire des fossiles, des dents fossiles qu'on a trouvées dans les roches de Toscane. Il s'est demandé comment peut-on interpréter l'existence de ces dents dans les roches. Sur cette question, il a établi pour la première fois le principe de la sédimentation, le remplissage d'une bassine sédimentaire avec d'abord les sédiments et les fossiles mêlés dans les sédiments, et après la lithification, c'est-à-dire la formation des roches de ces sédiments, et après ça, la déformation des sédiments. Quand il désirait d'interpréter de ces sédiments, il a aussi besoin d'un modèle pour l'interprétation des relations qu'il a découvert. Alors ici, il a devenu, comme Cobert et Stille, très régulariste, très ordonné. Il a pris la mythologie dans les Bibles. Il a dit, nous savons l'histoire. L'histoire est, nous, très bien connue. On peut interpréter toutes ces relations utilisant cette histoire qu'il a déjà connue. Et il a fait pour la première fois une histoire de la Terre biblique. En critisant cette histoire biblique, nous avons fondé la géologie moderne. C'est une histoire extraordinaire. Mais on doit penser qu'en Ionie, pendant le fleurissage de la pensée grecque, la science est née comme un résultat d'une pensée uniformiste de Thalès et d'Anaximandre de Milet. Pendant la naissance de la science en Grèce, on a eu plusieurs hypothèses sur l'histoire de la Terre. Ce sont été les histoires de mythologie. Pour la première fois, Thalès et Anaximandre ont pensé que le passé a été absolument le même que l'aujourd'hui. Et commençant avec cette pensée, ils ont fondé les sciences, même la première hypothèse tectonique géologique de son temps. Nous avons dans l'histoire de la Terre toujours une lutte dans les deux écoles, je dis. Alors, après Anaximandre de Milet et Thalès, le Socrate a introduit une vue nouvelle qui s'est basée, encore une fois, sur la mythologie d'un type oriental. Après Socrate, nous avons Platon, et avec Platon, une monde extraordinairement régulière, basée sur la géométrie. Après Platon, nous avons Aristote, qui a devenu une positiviste dans les sens que j'ai déjà définis, utilisant seulement les observations, pas du modèle. Bon, il a créé qu'il a utilisé pas de modèle. Il a bien sûr utilisé des modèles.
Mais cette méconnaissance d'utilisant des modèles, bien sûr, interdit d'utiliser les critiques rationnelles sur le développement de la géologie. Cette lutte qui a commencé entre les deux écoles grecques, l'aristotélienne et l'ionienne, se continue jusqu'à le temps de Sténo. Il y a un immense développement pendant le Moyen Âge que je voudrais parler dans mes leçons en février et mars. Énorme développement, mais ce développement était toujours, on peut les résumer toujours d'être entre deux écoles qui a lutté sur l'interprétation de la Terre. Une école uniformitariste avec désordre de phénomènes, sans déterminisme et avec une approche rationaliste. Rationaliste critique, c'est-à-dire, en sens de Popper, c'est très important. L'autre école a été une école de catastrophistes, qui le passé était différent d'aujourd'hui, et après, catastrophistes ordonnés, déterministes et positivistes. Je voudrais tester cette hypothèse dans mes leçons de cette année académique. C'est la base, je voudrais dire, de mes leçons que je voudrais donner cette année sur tout le développement de l'histoire, commençant avec la mythologie jusqu'à presque aujourd'hui, jusqu'à la tectonique de plaques. Merci bien.